Puis des statistiques différentes selon les plateformes. Donc, Mais... YouTube, Spotify, Apple, puis Balado Québec, qui est comme la plateforme où j'héberge les épisodes. Balado Québec, je connais pas ça. C'est une espèce de plateforme québécoise, mais qui est gratuite, parce que la plupart des plateformes d'hébergement sont payantes. Ah ouais. Mais au Québec, on a Balado Québec qui offre de l'hébergement gratuit. Est-ce que tu as essayé cela que Carla a fait comme suggestion? Deezer. Ça ne marche pas. Ça marche pas. Dans le fond, la façon que ça marche, là, c'est que tu l'héberges à un endroit, puis là, le site d'hébergement produit un flux RSS qu'on appelle. Je sais pas même pas ce que RSS veut dire, mais c'est comme finalement, c'est un lien web. Là. Okay. Puis là, tu soumets ça, mettons, à Apple Podcast ou toute autre plateforme, comme Spotify, puis après ça, eux, ils vont aller chercher les épisodes sur Balado Québec, puis ils vont les diffuser sur leur plateforme, dans le fond. Ah ouais. Fait que tout part de Balado Québec. Ah. Ce qui fait que c'est beaucoup plus simple. Tu l'héberges à un endroit, puis après ça, tu le diffuses à d'autres, puis j'ai pas besoin de reprogrammer, retélécharger les épisodes sur chacune des plateformes. Puis est-ce qu'il faut que tu payes dans chacune des plateformes? Non. Eux, ils vont juste puiser l'information, puis la diffusent sur leur plateforme. Puis dès que je mets un épisode sur Balado Québec, une fois que c'est enregistré à Apple Podcast, ça s'ajoute automatiquement. Fait que j'ai pas besoin d'à chaque fois d'aller les publier. Et c'est fou, hein? J'avais jamais pensé à genre la... Ce que ça représente? Oui, ben non, c'est comme la logistique de comment mettre ça en ligne, là. Intéressant. Ça n'a pas pris 3 ans pour rien, là. Ben non, mais j'imagine, là, mais... C'est ça. Ben, puis aussi parce que je faisais ça en dilettante. Mais, ouais. Ah, ben, intéressant. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est ça, Deezer, le flux RSS, il reconnaît pas, puis il est comme, je sais pas trop, il met un message d'erreur, puis il comprend pas. Ouais, fait que les Français... À cause de Balado Québec, probablement. Ouais, peut-être. Si c'était une plateforme plus connue, peut-être que ça fonctionnerait, mais j'ai pas envie de payer, fait que... Non, c'est correct. Mais donc, désolé les Français. Mais je sais pas si... Mais ils doivent avoir accès à YouTube, mais je sais pas Deezer si c'est une grosse... Je sais pas jusqu'à quel point c'est ultra utilisé en France, là, mais j'imagine qu'ils ont Spotify puis Apple Podcast aussi. Mais en tout cas, ils ont YouTube, ça c'est certain. Oui. Mais YouTube, on n'a pas tant que ça, on a, je pense. Ouais, ça dépend par épisode. T'as des épisodes qui sont plus populaires que d'autres. Oui. Rue du Plessis. Puis aussi Ce que je sais de toi. Ah ouais? D'Éric Chacour. Puis Madame... Ouais, les gars, non, mais il y en a quand même plusieurs là, qui sont... En fait, il y en a quelques-uns qui sont moins... C'est plus qu'il y en a certains qui étaient moins connus, comme L'autre moitié de soi de Britt Bennett. C'est comme un épisode... c'est comme un livre moins connu, fait que je pense que... T'as l'impression que ça se relie au titre de l'œuvre. Comme la popularité de l'œuvre elle-même. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon. Ouais. Intéressant. Parlant d'œuvres populaires. Quel bon segue. C'est quoi un segue en français? Segment? Un lien? Un lien? Une liaison? Une liaison, c'est encore mieux. Parlant de passage. Parlant de voyage. Voilà. Voyage vers un autre sujet. Mais est-ce que... Ouais. Je suis pas sûre que c'est voyage la bonne terminologie pour... Ouais. Parcours migratoire, peut-être. Effectivement. Oui, puis il dit dans le journal... mon Dieu, hey, OK, première des choses. Salut Anne-Marie! Salut! Bienvenue au podcast. Merci. On parle de Ulysse from Baghdad, d'Éric Emmanuel Schmitt. Tu m'avais écrit au début Ulysse de Baghdad, puis je m'étais mêlé moi-même en le cherchant, puis là j'ai compris que c'était vraiment from Baghdad. Quand je suis arrivée à la librairie, je leur ai demandé Ulysse de Baghdad et tout le monde était très confus. Ah! Oui. Ils ont compris? Ben en fait, je leur ai dit que l'auteur. Ouais, okay. Puis là, ils ont reconnecté des fils. Voilà. Est-ce que je m'en allais avec ça avant de partir? Mais bref, t'as suggéré cette œuvre. D'où la connais-tu? Ben en fait, c'est parce qu'on disait autre chose avant que je parte sur le fait qu'il fallait que je t'introduise. Puis je pense qu'on n'a pas fini cette idée-là avant qu'on parte. Mais rebonjour, c'est encore moi. Mais bref, fait que, oui, Ulysse from Baghdad d'Éric Emmanuel Schmitt. Comment as-tu connu cette œuvre? Ben en fait, c'est avec un psychiatre avec qui j'ai travaillé qui me l'a suggéré alors que j'étais en clinique avec lui. Puis récemment? Oui, mais quand j'ai été en clinique de troubles psychosomatiques à Sacré-Cœur, fait que ça fait quelques mois. OK, mais c'est ça, c'est pas une question de plusieurs années. Non, c'était dans les derniers, disons, 6 mois. Puis, on parlait de parcours migratoire. Puis, il m'a dit, as-tu déjà lu Ulysse de Baghdad? D'ailleurs, il avait dit de Baghdad. C'est ça. Ce que je voulais dire, c'était que dans le journal d'après, qui est à la toute fin du livre, on y viendra, mais qu'il y avait une mention que le terme migrant, puis c'est ça, quand tu as dit parcours migratoire, ça m'a fait penser à ça, puis que migrant, ça voulait rien dire, parce que c'est comme quelqu'un qui est juste
en déplacement, mais on sait pas de où à où, puis c'est comme ça dit rien sur l'histoire, donc parcours migratoire. Bref, il y avait un peu ça dans... Bref. Mais je comprends ce que tu veux dire. Donc, t'as rencontré ton psychiatre. Non, ce n'était pas mon psychiatre. Non, mais excuse, celui avec qui tu travaillais. Ça peut être moi aussi. Je l'ai beaucoup apprécié. C'est un homme très gentil. Et puis, c'est lui qui m'a dit, as-tu déjà lu Ulysse de Bagdad? Parce qu'on parlait justement de... Vous l'aviez francisé. Oui, on l'avait francisé. En fait, il l'avait francisé, mais moi, je suis donc partie avec ça parce que je lui ai dit qu'on lisait des livres ensemble, des fois. Est-ce qu'il est un... Est-ce qu'il est un... Oula! Est-ce qu'il est un fidèle auditeur? Je sais pas parce que c'était avant que tu commences à publier. Oui, c'est notre premier épisode ensemble depuis qu'on a... Mais depuis que tu as commencé à publier? C'était quoi notre dernier qu'on a fait? On a fait Michel Tremblay, mais ça fait un petit... C'était avant Noël, je pense. Encore, oui, t'as raison. Donc c'est notre premier épisode depuis la publication du podcast. Exact. Fait que c'était pas encore publié à ce moment-là, donc je ne sais pas si c'est un fidèle auditeur. Je lui ai pas dit le nom, donc peut-être. Ou peut-être que je lui ai dit. En tout cas, bref. Il m'a dit que c'était très, très bien écrit, puis qu'il avait beaucoup, beaucoup apprécié, mais il m'en a pas vraiment dit plus. Donc, je t'ai recommandé. J'ai dit, Fred, il faut qu'on lise ça. Publié en 2008 chez Albin Michel. Par contre, nous, les deux, on a acheté l'édition du livre de poche qui est paru en 2010, après ma vérification. Peut-être que ton édition... En fait, toi, tu l'as acheté neuf, donc ton édition est plus récente, là, mais... 2008. La publication originale, mais il a pas été, ce que tu as dans les mains n'a pas été imprimé en 2008. Non, évidemment. C'est ce que je veux dire. Non. Ouais. Écoute, peut-être avant qu'on fasse le résumé, je voudrais te partager le fait que je suis très mitigé à l'égard de cette œuvre. Si tu l'as aimé ou pas. Oui. N'en déplaise à ton ami psychiatre. Je sais pas non plus si c'est mon ami. Ouais, fait que je le dis tout de suite, ça se pourrait que je sois un petit peu c'est correct, tu peux être critique. Tu peux être critique. Moi, j'ai eu des moments où est-ce que j'ai eu des malaises, puis je sais pas à quel point c'est aussi parce que ça fait plusieurs années que ça a été écrit, là. Tu veux dire que comme ça a mal vieilli? Ouais, je me suis demandé... Possible que ça allait mal vieilli. Il y a eu des moments où est-ce que j'ai été déçue dans l'histoire, mais ça, c'est par l'histoire même, là. C'est pas une question d'écriture, là. Bref, on en parle. Ben, c'est l'auteur qui écrit l'histoire, là, mais ouais... OK, bon. Il y a eu des moments que j'ai été insatisfaite. Faisons le résumé. Oui. Allons-y. Donc, Ulysse from Baghdad raconte l'histoire d'un jeune Irakien qui s'appelle Saad, qui vient de Bagdad, comme le dit le titre du livre, qui se retrouve finalement... l'histoire se déroule au début des années 2000, durant la dictature de Saddam Hussein, puis on comprend... En fait, comme le début du livre, on traverse plusieurs époques, là, mais finalement, on arrive à peu près en 2003, juste avant l'invasion des États-Unis de l'Irak. Et on comprend là, que depuis plusieurs années, l'Irak est vraiment dans l'extrême pauvreté en raison de l'embargo qu'il y avait eu de la plupart des pays des Nations Unies en lien avec la guerre du Koweït qu'il y avait eu dans les années 90. Puis là, en fond, on comprend que depuis presque 15 ans, le pays est vraiment dans la grosse misère, que les gens, que le sentiment de sécurité a vraiment baissé, puis que finalement, il n'y a plus grand-chose de très positif. Puis vient finalement les attentats du 11 septembre en 2001, puis l'invasion de l'Irak en 2003, puis on vient libérer le pays, mais finalement, ce qu'on comprend, c'est qu'avec la chute du régime autoritaire, toute la violence dans le pays a reflambé encore plus. Le chaos reprend quand même. C'est devenu encore plus dangereux. Et Saad, qui a son âge, là, je pense 18 ou 19. Ouais, j'aurais dit début vingtaine, quand il commence, quand il quitte l'Irak, j'aurais dit au début de la vingtaine. Là. C'est sûr qu'on voit, on n'a pas en nulle part son année de naissance, quoi que ce soit. On sait qu'il est au lycée pendant... On sait qu'il a 15 ans. C'est mentionné qu'il a 15 ans à un endroit, mais c'est 15 ans avant le début là, de l'histoire. Oui, donc exact. C'est comme quelques années avant que ça commence. Fait que possiblement début vingtaine. On sait que quand il rencontre ses amis, puis dont Leila, dont on va parler plus tard, là, on sait qu'il est au lycée à ce moment-là. Fait qu'à la fin du lycée. Fait que, le lycée français, c'est 17-18, ouais, mais moi, j'aurais estimé la fin de l'adolescence à ce moment-là. Fin du cégep pour nous? Ouais, j'aurais dit 17, moi. C'est lycée, puis ensuite, ils font le bac? Puis là, je suis pas bonne là-dedans, Fred. Bref, ça, c'est pas grave. Mais ça pour dire que, fait que le pays devient vraiment en grosse misère, puis la tragédie survient. Leila, son intérêt amoureux
pseudo succombe, là, on y viendra. Puis son père se fait tuer par en fait, il est au marché avec deux de ses beaux-frères et son père. Il y a un attentat terroriste. Ses deux beaux-frères meurent. Puis ensuite, son père, affolé, va voir les soldats américains. Se fait tirer dessus parce que les soldats américains... leur demander de l'aide. Exactement. Les soldats américains ont peur qu'il soit lui aussi chargé d'explosifs, puis l'abattent instantanément. Puis, devant un peu tout ça, là, sa mère dit, là, écoute, il faut que tu partes pour nous appuyer, pour nous envoyer de l'argent. Donc, va refaire ta vie. Puis, depuis le début de l'histoire... Sad rêve d'aller en Angleterre, puis c'est là qu'il décide de tenter de se rendre. Et finalement, le livre, c'est l'histoire de son parcours migratoire. Ouais. Disons les trois corps, parce qu'il y a quand même le corps initial où est-ce qu'on voit sa vie à Bagdad, puis comment ça se passe. Là. Puis il y a quand même une bonne partie avant qu'il décide de quitter, là, qui est quand même significative. On place beaucoup de choses. Là, tous ses proches, finalement, décèdent les uns après les autres. Là. Ses sœurs, sa nièce. Je trouve ça très triste là, comme histoire, là, mais fait que tout le monde meurt là, après les autres jusqu'à ce qu'il ne reste que ses deux sœurs et sa mère. Puis donc, qu'il a la goutte d'eau qu'il laisse. Puis là, c'est ça. Puis avant de partir, il tente de rejoindre Al-Qaïda. Ouais, c'était un peu... C'est ça. Ça fait partie de mes critiques. On y viendra. Mais finalement, trouve un passeur. En fait, c'est un marchand d'œuvres d'art, de contrebande d'œuvres d'art et accessoirement d'opium. Opium, oui, t'as raison. Puis se rend jusqu'en Égypte. En Égypte, tente de réclamer le statut de réfugié auprès du Haut-Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies. Ça fonctionne pas parce qu'ils lui disent vous provenez d'un pays libéré par les États-Unis, puis ils disent c'est parce que vous comprenez pas là, c'est quoi la situation en Irak. Et finalement rencontre un jeune Africain qui va l'aider en fait qui s'appelle Boubacar, avec qui il va migrer finalement. Ils vont faire leur parcours ensemble. Un bout de chemin ensemble. Rejoignent en tout cas, je saute des détails là, mais ils rejoignent une espèce de groupe de musique, traversent jusqu'en Libye. Et rendu en Libye, trouve des passeurs qui par bateau, en fait, qui vont les amener jusqu'à Malte, une île dans la Méditerranée. Et oui, on voit je te vois sortir. Sorti la carte. Pour les gens dans le noir, en fait, c'est ça, Anne-Marie a sorti la carte de son parcours. Et à Malte, se fait capturer finalement par des agents d'immigration. Et on ne sait pas comment, réussit à s'enfuir du centre de Malte sans qu'il y ait rien qui soit dit au lecteur. Mais c'est pas là que le gars le laisse partir? C'est en Italie. Ça, c'est en Italie. Fait que de Malte, dans le fond, ça dit... Oui, c'est vrai, hein. Parce qu'au début, à Malte, dans le fond, ils jettent leur papier, puis c'est là qu'il perd son identité. Il devient Ulysse à ce moment-là, finalement. Oui. Et puis il ment à plusieurs reprises pendant des semaines aux agents d'immigration en leur disant qu'il ne sait pas de quel pays il vient, puis il ne sait pas quelle langue il parle. Il ne sait pas qui il est. Puis... Exactement. Puis là, finalement, dit à Boubacar, ma stratégie ne fonctionne pas, il faut qu'on parte. Fin du chapitre. Chapitre suivant, l'eau nous coule sur le visage alors que le bateau, nanana, puis là, ils vont s'échouer sur la rive de la Sicile, sur les falaises de la Sicile. Et donc, on ne sait pas comment il s'est enfui, mais bon, détail. Et... dans le naufrage, Boubacar meurt et se fait récupérer par une jeune Italienne, Vittoria, avec qui il va se lier d'amourette, là, disons. Va avoir une flamme là, avec cette personne-là. Puis, reste à peu près 1 an en Sicile, décide finalement qu'il veut partir et va se rendre à Palerme, va prendre un bateau. En fait, va embarquer clandestinement dans un bateau vers Naples, en Italie. Rendu en Italie, travaille pour des mafieux, aller chercher des métaux dans des bâtiments, dans des chantiers de construction, et finalement réussit à accumuler un petit pécule, et embarque dans une camionnette avec plein de migrants, et tente de traverser en France. Et ça, j'ai pas trop compris ce passage-là, parce que je pensais qu'avec l'espace Schengen, c'était
pas besoin t'as pas vraiment de douane, là. Ouais, c'est ça. Mais peut-être que parce que je sais pas... J'étais allé voir, puis la France avait embarqué dans Schengen en 95. Donc, OK, fait que théoriquement, il y avait donc pas de douane. L'Italie, genre un petit peu plus tard, mais pas en 2004, là, genre. Il y a un arrêt-stop et des douaniers vérifient qu'est-ce qui se passe dans le camion. Ils se font capturer par des douaniers italiens, rencontrent un douanier qui finalement le laisse partir. Ouais. Comme tout est tout le temps trop facile dans cette œuvre, mais finalement traverse... on en reparlera. Je suis pas sûre que je dirais que tout est tout le temps trop facile. Mais il y a quand même... En tout cas... Ouais, je suis d'accord avec toi, mais en tout cas... Donc, c'est ça. Il réussit à traverser en France, après s'être échappé du douanier, trouve un groupe de support aux sans-papiers en France, un espèce de réseau clandestin là, qui secret, je sais pas comment le dire, là, mais qui... sans dire qu'ils font pas du trafic humain, mais non, en fait, c'est pas ça du tout, mais c'est dans le sens qu'ils accompagnent secrètement des êtres humains qui veulent de l'aide humanitaire, là. C'est un groupe d'aide humanitaire, là, j'imagine. Ouais, on pourrait dire ça. Et il se fait héberger à une couple d'endroits, se rend finalement jusqu'en mer du Nord, retrouve Leila. Là, ça, moi, j'ai eu vraiment envie de me tirer une balle à ce moment-là. Mais j'ai rien... En fait, moi, là, ça m'a tellement surpris, parce que j'étais tellement convaincue qu'elle était morte pour de vrai, que je pensais que... Il y a du foreshadowing, hein, quelque part dans le livre. Oui, mais OK, mais je l'ai pas vu, je m'en suis pas rendu compte. Parce que son père dit qu'il l'a jamais vue au paradis. Puis il dit, je sais pas pourquoi elle est pas là au paradis. C'est en ce matin, en révisant. Que tu t'es rendu compte de ça. Mais c'est surtout qu'en fait, quand il s'est mis à la voir, puis là, qu'il court vers elle, là, comme dans un film... Puis... En fait, je pensais qu'il était en psychose. Ouais. Je pensais que comme il avait sauté une note là, ouais. Puis là après ça, tu sais comme elle, puis qu'il avait pris comme une femme qui se promenait à cet endroit-là, puis qu'il s'était dit c'est elle, mais finalement il lui répond et c'est vraiment elle. Puis là ça j'étais complètement je me suis gardé une note avec mes extraits de pages que je voulais qu'on en discute. Oui. La note que j'ai gardée c'est page 252 points. Tabarnak. Frédéric. C'est vulgaire. C'est vulgaire. Bref, il retrouve Leila. On comprend que Leila, finalement, était pas morte. En fait, j'ai même pas dit tantôt, là, mais Leila était morte parce qu'il y avait une explosion. Une bombe qui avait été lâchée sur sa maison. Alors qu'ils allaient se fiancer. Oui, c'est vrai. Puis il avait trouvé... Saad était juste arrivé devant les gravats, puis... Évidemment, et pas aller voir s'il y avait des cadavres sous les gravats. Ben là, en même temps, si on est, je sais pas, là, s'il y a un étage à logement qui est explosé en 1000 miettes... Oui, mais tu sais, je sais pas, tu cherches, en tout cas, moi, je serais allé voir, tu sais, y a-tu des personnes que je cherche là-dedans, tu sais? Mais en même temps, il habitait dans un immeuble à logement, là, fait qu'imagine une tour de 11 étages écrasée... Mais oui, c'était une grosse affaire. Je sais pas si c'était 11 étages, mais donc, je me suis dit que c'était un gros bâtiment qui était tout écrabouillé. Je pense pas qu'il aurait pu soulever les poutres et aller voir les corps morts. Non, mais éventuellement, je sais pas, là, j'imagine peut-être que les secours avaient d'autres choses à faire. Là, je pense que oui, là, c'était le chaos dans tout le pays. Les morts, en tout cas, dans ma tête, c'était quelque chose qui se faisait, mais peut-être pas. Là. En tout cas, on comprend que sa famille, finalement, était partie en Syrie, puis ensuite au Liban. Ses parents sont morts au Liban dans un accident de voiture sans particularité. Puis finalement, elle, avec l'argent qui restait, est partie en France vivre. Et finalement, quand elle a eu plus d'argent puis que ses processus d'immigration ont chié, elle s'est rendue, elle aussi, en mer du Nord pour essayer de traverser vers l'Angleterre. Et là, donc, prévoit partir ensemble. Là, c'est le grand amour, tout ça. Puis, la tragédie survient à nouveau, frappe à nouveau. Puis, au moment qu'ils sont sur le bord de partir, des agents d'immigration débarquent et Saad réussit à s'enfuir, mais Leila, non. Ouais. Et Leila se fait renvoyer en Irak. Mm-hmm. Et Saad, lui, réussit finalement à passer en Angleterre. Puis, l'histoire se termine alors que, dans le fond, il se réveille dans un appartement où ils vivent 6 avec 3 lits. Et il est dans le quartier Soho de Londres. On comprend que c'est comme clandestin, famille, mais je connais pas bien. Ouais, c'est ça. Et il parle qu'il y a des invertis autour de lui, a.k.a. des homosexuels bizarres, anormaux et dégueulasses. C'est un peu ce qui est raconté dans le livre. Et c'est pas mal ça. Là. Il voit son père une dernière fois, puis il nomme sa verrue, puis c'est fini. Ouais. L'histoire des verrues, d'ailleurs. ça m'a mystifié. L'histoire des verrues, là, j'étais comme, OK. Bref.
Fait que voilà. Fait que, genre, avec ton rendu de l'histoire, j'entends bien que tu n'as pas beaucoup apprécié. En fait, c'est indéniablement, oui, merci, bien écrit. Mais, c'est ça. En fait, ce que je veux dire, c'est que il a une bonne maîtrise de la langue française, Éric-Emmanuel Schmitt, ça c'est indéniable, mais son scénario, puis la construction de ses personnages, puis les... Tu sais, un auteur, t'es pas censé entendre sa voix dans une œuvre, là, quand c'est bien écrit. Mais moi, j'avais l'impression que c'était pas Saad qui réfléchissait. J'avais tout le temps l'impression que c'était Éric-Emmanuel Schmitt qui me parlait tout le long du livre. Ben, moi, j'avais pas cette même impression-là. Ben, c'est correct. Je dirais que globalement, bon, oui, là, c'est toujours très bien écrit. Hein, puis peu importe, moi, j'ai lu d'autres livres aussi d'Éric-Emmanuel Schmitt. Qu'est-ce que tu as lu? Moi, ce que j'ai lu, la seule chose que j'ai lu, genre Oscar est là dans mon rose. C'est ça. Oui. J'ai lu, je me rappelle, le nom m'échappe, là, mais c'est comme ça L'affaire avec Hitler qui fait l'école des beaux-arts? Non, non. C'est comme sa redécouverte de la religion. Oui, parce que... Oui. Éric-Emmanuel Schmitt, c'est un born-again Christian. Oui, ben en tout cas, j'ai lu ça, mais ça fait plusieurs années. Puis c'est ça, c'est très, très bien écrit, ce qui fait que c'est facile à lire. Puis j'ai lu autre chose de lui, mais je me rappelle plus. Parce que je sais que... En tout cas, bref. Toujours est-il que... Donc oui, ça, c'est vrai. Les personnages, moi, j'ai trouvé quand même adéquats, là, dans le sens où est-ce que je me suis attachée à Saad. Pour vrai? Bah, je m'attachée. Il est toujours déconnecté de ses... Mais quoi qu'en même temps, on peut comprendre. Mais... Il est full trauma, là, mais même avant de partir, je le trouve pas super... En fait, ce qui m'a dérangé beaucoup, c'est qu'après un certain temps, j'en étais venue à la conclusion que tous ceux que Saad allait rencontrer allaient tous mourir. Ouais. À peu près à la moitié du livre, ça devient comme une espèce de pattern où est-ce que tout le monde décède. Puis tu sais pas nécessairement quand, mais la conclusion, c'est qu'il est toujours seul. Parce que je pense que c'est quand Boubacar est mort, que dans le naufrage, là. Puis je me suis dit, mais en même temps, peut-être que c'est... Parce que ça fait quand même un certain temps, là, la guerre d'Irak. Puis, tu sais, moi, j'étais très jeune à ce moment-là. Toi aussi. Toi aussi. Nous étions très jeunes. 9-10 ans, parce que 94, toi, 95, oui. Fait que disons 2003, là, mais j'étais pas très, très vieille. Fait que mes souvenirs, puis exactement qu'est-ce qui se passait au niveau politique, c'est assez flou, là, de qu'est-ce qui se passait ça. Tu sais, j'ai lu le résumé, j'ai été voir en ligne, je me suis comme informée, parce qu'au début, je comprenais rien de qu'est-ce qui se passait, fait que j'étais comme, OK, faut que j'en apprenne plus. Puis je me suis dit, peut-être que c'est la manière d'exprimer la violence de la guerre. Ça a été comme mon interprétation de pourquoi est-ce que tout le monde mourait. C'était comme l'espèce de désespoir. Puis je l'ai bien ressenti dans toute la partie où est-ce qu'on est encore à Bagdad, que le chaos de la guerre, puis que peu importe c'est qui le dirigeant qui est là, que tout va mal, qu'il n'y a pas moyen d'avoir de la nourriture, les gens meurent de malnutrition, d'insalubrité, de violence dans la rue. Ça, là, j'ai trouvé que c'était très, très bien rendu. Puis je le ressentais quand même bien, l'espèce de panique que tout le monde est en train de mourir puis il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Fait que ça, je l'ai bien ressenti. Mais je m'attendais à ce que quand ils partent, puis pendant son parcours, que les gens meurent un peu moins. Puis je pense qu'il y avait tellement de décès un après les autres qu'ils perdaient un peu leur sens. Mais c'est sûr que, tu sais, les parcours migratoires, pour en voir passer, tu sais, en voir dans mes clients, dans mes patients, en fait, c'est sûr que c'est rempli de tragédies. Oui. Là, donc, moi, c'est pas tant ça. C'est plus, des fois, c'est que j'arrivais jamais, finalement, à ressentir les émotions dans le livre parce qu'il y avait tout le temps cette espèce de ton guilleret, un peu toujours, qui me gossait profondément. Sais-tu qu'est-ce que je pense qui vient donner ça? C'est parce que quand le père de Saad, pour les auditeurs, là, il décède, en fait, il décède pas vraiment parce que 3 jours après... Il réapparaît. Ouais, c'est ça. Son fantôme revient, puis est dans la salle de bain pendant tout le séjour de Saad qui reste à Bagdad. Puis ensuite ça, il va le suivre puis être comme son accompagnateur pendant son parcours migratoire. Ouais. Puis son père parle toujours un peu en énigme, un peu très léger par rapport à ce qui se passe autour. Puis je pense que ça vient être un peu discordant par rapport au reste des événements. Puis je pense que ça, dans certaines situations... ça venait être dérangeant tellement que ça en était léger.
léger par rapport à ce qui se passait autour. Puis j'ai l'impression que il n'y aurait pas eu ce personnage-là. Ça aurait aidé. Ça aurait aidé. Puis moi, je me suis demandé, en fait, est-ce que parce qu'il a vécu tant de choses horribles que ça a été le moment où est-ce qu'il en est, tu sais, comme... Il a fallu qu'il se trouve un échappatoire quelconque, puis cet échappatoire-là se manifeste par la manifestation de son père qui l'accompagne. Mais en même temps, son père semble parler avec sa mère aussi, qui est pas encore vivante. Donc, ça nous laisse sous-entendre que peut-être que c'est pas juste tout dans la tête du personnage principal, l'apparition de ce fantôme-là. Puis dans le journal, je sais plus si c'est le journal d'avant ou dans le journal d'après, page 285, justement, Éric Emmanuel Schmitt parle de... Du fait que, dans le fond, il essaie de s'amuser. C'est ça. Je sais plus exactement où à quel endroit. Avec l'Odyssée. Ici, je m'amuse avec l'Odyssée. C'est ça. Mais tu sais, dans le fond, comment s'amuser lorsqu'on décrit un drame, celui des hommes qui fut, évidemment, encore une fois, des hommes, moi, c'est ça qui m'énerve bien gros, là. C'est cette espèce d'attitude masculiniste qu'on voit un peu partout dans le livre, là, qui fuit la misère, les dictateurs et ne rencontrent dans leur voyage que des obstacles, sinon la mort. Justement, le sujet contenant sa propre gravité, pourquoi en rajouter? Je suis comme, non. C'est pas ça, là. C'est que c'est pas que t'en rajoutes, c'est juste que tu nous laisses pas vivre les émotions dans le livre, je trouve. La vie est tragique, inutile d'écrire des tragédies. Ben, je suis désolé, mais oui, moi, je pense qu'il faut en écrire des tragédies. C'est mon positionnement. Mais moi, je suis pas tant d'accord, par contre, qu'il nous laissait pas toujours vivre les émotions, parce que, en fait, c'est la frustration ou la déception par rapport à l'auteur, ça peut être une émotion que tu as vécue. Donc, voilà. Mais moi, c'est par rapport, aux événements dans le livre. S'il y a quelqu'un qui meurt, laisse-moi vivre le deuil. C'est comme... Puis le personnage aussi, laisse-le vivre son deuil. Mais peut-être qu'il n'y a pas le temps dans la vraie vie. Quand tu es tellement dans un mode de survie, de passer d'endroit en endroit, ben peut-être que en fait, il n'y a pas le temps de s'arrêter puis de s'apitoyer, parce qu'en fait, il va y avoir dès la minute prochaine des policiers, des douaniers qui vont venir le chercher, le ramener. Fait qu'il y a toujours cette incapacité-là à vraiment s'arrêter. Après ça, est-ce que je suis d'accord de dire qu'on n'a pas besoin d'écrire de tragédie parce que la vie humaine en tant que telle est tragique? Bon, peut-être pas, mais moi, j'ai l'impression que ce sentiment-là, de pas avoir le temps de dire « Mon Dieu, sa fiancée est morte, on devrait s'arrêter puis en parler un peu », ben c'est peut-être un peu le sentiment que le personnage vit en se disant « Ben, je peux pas continuer à m'arrêter ici puis prendre un moment pour vivre mon deuil parce que j'ai pas la possibilité. » Non, je comprends, puis je suis d'accord, mais un peu comme tu l'as dit, c'est plus comment c'est écrit par la suite, tu sais. Effectivement, ce personnage-là n'a pas le temps d'être en contact avec ses émotions, puis ça, c'est correct. Mais après ça, le père qui tourne ça à dérision constamment, puis... Ouais, moi, c'était le clash avec le père fantôme qui me dérangeait. Parce que, justement, c'était... Mais en fait, moi, j'ai l'impression que c'était un peu une guerre de psyché, là, que son père par rapport à lui-même, là, parce que, je veux dire, c'est probablement son inconscient qui lui parle puis qui essaie de trouver un échappatoire. Ouais, c'est dit à quelque part, je suis une représentante, je proviens de toi, de tes lubies, il y a un passage là-dessus où son père s'auto-raconte, finalement, raconte sa propre signification. Mais je comprends comment tu as pu trouver ce personnage-là de père fantôme comme étant dérangeant dans le contexte. Moi, c'est que on dirait... Ce qui m'a beaucoup dérangé dans l'histoire, c'est... J'ai pas trop compris la nécessité de faire apparaître sa fiancée qui était morte, de la faire réapparaître. Laisse-la mourir! Ouais, ben, en fait, c'est ça. Elle était décédée, puis c'était comme très clair qu'elle était morte. Ouais. Puis en fait, elle est apparue comme une illusion. Ouais. De la manière qu'il le décrivait. Alors moi, je me suis dit, bon, c'est comme, il l'imagine, ou ben non, il voit une autre femme qui marche sur le bord. Je pense que c'est sur le bord de la Manche. Oui, exactement. Puis là, il voit une femme qui marche là, puis moi, je me suis dit, il s'imagine ce que ça l'aurait pu être, ce qu'il aurait pu vivre avec une femme, ou quelque chose comme ça. Là, puis finalement, c'est vraiment elle. L'image devient de plus en plus précise. Oui. Puis là, en fait, c'est vraiment elle, mais on a moins de 24 heures avec elle avant qu'elle se fasse kidnappé à nouveau par les autorités puis ramené dans son pays d'origine. J'ai trouvé que c'était un peu improbable qu'il la re-rencontre, de un, puis probable que moins de 24 heures après, ce soit le moment où est-ce que finalement les autorités débarquent à l'endroit où est-ce qu'elle est cachée depuis plusieurs années. Parce qu'elle est cachée là depuis plusieurs années. Donc ça, Mais c'est pour ça que je t'écris, moi. C'est pour ça que je te dis que le scénario, tu sais, je suis comme... Il y a beaucoup de moments que j'étais comme, mais là, comment que... Tu
sais, je comprends là, qu'une histoire, ultimement, n'importe quelle histoire, c'est tout le temps l'auteur qui décide, tu sais. Mais là, je suis comme, là, à un moment donné, T'as trouvé ça irréaliste. Tu sais, je comprends qu'il faut avoir ce qu'ils appellent en anglais le poetic faith, là. Fait que je sais pas comment on appelle en français, mais faut croire faut se laisser prendre au jeu d'une histoire, tu sais. Mais tu sais, c'est qu'il y a tellement de choses que j'ai faites, mais voyons donc, tu sais. Puis je m'étais mis une petite liste, là, mais bon, c'est ça. J'avais mis premièrement Leila qui n'est pas retrouvée dans les graviers. Là, la première personne qui trouve aux Nations Unies, finalement, ce gars-là va décider de l'aider. Puis, tu sais, c'est comme pas... première personne à qui il passe, c'est la première personne qui l'aide, puis c'est la première personne qui va le suivre pendant tout le reste du livre, tu sais. Au moment qu'ils veulent passer de la Libye à... au début, ils veulent aller à Lampedusa, en Italie, mais finalement, se rendent à mal parce que ça a chié. Là, mais ils cherchent de l'argent pour payer le passeur. Là, Boubacar, magiquement, trouve de l'argent dans la sacoche d'une madame, tu sais, comme de nulle part, tu sais, puis d'une madame dans le groupe de musique qui suivent, tu sais. On ne sait pas comment il s'évade de la prison de Chypre. Là, il tombe sur une... Tu sais, il arrive en Italie. Là, magiquement, il se fait héberger par une Italienne. Il n'y a pas aucun agent de l'immigration qui vient le questionner, tu sais, puis il arrive à rien, tu sais. C'est comme tout le temps, là, un après l'autre. Puis là, je suis comme là, à un moment donné, c'est parce que c'est pas ça le vrai parcours des personnes migrantes. Ils se font pogner, tu sais, puis ils finissent en prison, puis malheureusement, bon, je comprends que... en fait, lui, il se fait prendre en prison à 2 reprises, mais c'est juste que les 2 fois, il en sort de manière... L'agent italien, il se met à fumer une cigarette, appelle... Là, je suis comme, oh, ce douanier-là, il perd sa job le lendemain matin, là, tu sais, puis je suis comme, ah oui, j'ai attendu 20 minutes avant de déclencher l'alarme, tu sais, puis c'est comme... Puis ça sous-entend que c'est Sad le premier avec qui il fait ça, parce que je suis comme... Là, si tout le monde s'échappait comme ça. Moi, si j'étais le supérieur de cet agent-là, je suis comme là, ta calice de fenêtre, tu vas la fermer, là, tu sais. Je suis comme, mettez des barreaux sur les fenêtres, là, je sais pas, tu sais. Je peux pas croire que dans un centre de détention, il n'y a pas de barreaux sur les fenêtres. Mais en même temps, on est content qu'il s'échappe. Ben oui, mais c'est comme, tu sais, voyons, force-toi un peu. Mais est-ce qu'un livre a besoin d'être réaliste pour pouvoir être appréciable? Ben, qu'est-ce que c'est? Parce que moi, je suis comme, si tu essaies de me transmettre un message sur la réalité des personnes migrantes, donne-moi tout le drame et la tragédie de ces personnes-là, pour vrai, tu sais. Fais-moi le ressentir, tu sais. Moi, N'essuie jamais de larmes sanguin, un de mes livres préférés sur le VIH, c'est juste du monde qui meurt du début jusqu'à la fin, tu sais. Puis c'est ça, le VIH. C'est plate, mais c'est ça, tu sais. Fait que c'est comme... arrête d'essayer de rendre ça joli, puis drôle, puis guéret. C'est pas ça, la réalité des personnes migrantes. C'est des gens qui se font traiter comme des objets, puis de la marchandise. Ouais. Mais il y a des moments où est-ce qu'on le ressent, ça, quand même. Il faut redonner. À la fin, particulièrement, on comprend qu'il est tellement usé, tu sais. Mais oui. Puis moi, c'est l'extrait, puis là, moi, j'ai pas pris en note la page, parce que je suis pas une aussi bonne... L'histoire se termine mais non, mais c'est pas grave. Non, mais en fait, c'est surtout quand ils sont... Tu sais, moi, ce qui m'a mis très mal à l'aise, puis ce qui m'a choquée, puis en fait, je suis pas choquée comme par rapport au livre ou par rapport à l'auteur, mais comme... non, pas comme ça. Mais, non, mais j'entends bien qu'est-ce que tu dis comme point, puis je suis quand même d'accord avec le fait que la légèreté inappropriée vient probablement nuire à la lecture puis comme à l'appréciation du parcours. Mais il y a quand même eu des moments où est-ce que justement, tu sais, quand ils sont tous debout dans la camionnette puis que ça se met à sentir l'urine puis les selles puis que là, tout le monde est collé. Là, ça m'a rappelé les images qu'on voyait tout le temps, tu sais, puis en fait, même qui ont lieu encore. Bateau, exact, puis que tout le monde se noie. Un bateau de 20 personnes qui mettent 60 dessus. Puis ça, là, j'étais là, mon Dieu, mais ça, je trouvais que c'était bien ramené. Tout à fait. Puis bien décrit. Quand ils naviguent... ce matin, je l'ai relu, là, mais quand ils naviguent de la Libye jusqu'à Malte, ils franchissent à un moment donné un bateau qui a échoué, puis il y a des cadavres qui flottent partout sur l'eau. Exact. Et que ça, c'est quand même, c'est très, très bien rendu. Puis que ce soit dans les bateaux où est-ce que même, au début, le capitaine est là, puis la chicane pogne, puis finalement, le capitaine, il menace ou il jette quelqu'un à l'eau, je pense. Non, il menace. Parce qu'il y a quelqu'un qui survit. En fait, il voit... Oui, c'est ça. Il y a un survivant dans l'eau. Qui refuse d'aller le chercher. Exact. Puis là, en fait, c'est comme la décision déchirante de laisser cette personne-là se noyer et mourir. Puis le capitaine qui met son pied à terre puis qui dit, si vous voulez aller le chercher, ben en fait, moi, je vais vous pitcher à l'eau. Moi, je reviens pas. Vous allez mourir avec cette personne-là. Exact. Ben, c'est le genre d'atrocité qui est venu me chercher de la manière que c'était écrite. Après ça, tu sais, comme que le père réapparaisse et puis mais ça j'étais mal à l'aise, un peu comme toi, là, de trouver cette discordance-là. Mais il y a quand même des moments où est-ce que c'est très, très bien décrit,
puis qu'on la voit, la détresse. Puis les personnages qui sont tellement éphémères autour du personnage principal parce qu'ils meurent tous. Mais moi, je me suis dit que c'était une méthode de l'exprimer. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est que c'est le seul survivant parmi tous ces gens qu'on croise. Ouais. Mais je suis d'accord que, ben, c'est parce que comme la discordance. J'avais l'impression d'entendre la voix de l'auteur. Dans le journal, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est l'auteur qui nous parle, dans le fond. OK. Puis je me disais, ça vient-tu de ça, de l'espèce de naïveté que je vois partout dans le livre, ou c'est l'auteur lui-même? Oui. Puis quand je... Parce qu'il faut dire aux auditeurs, note pour les auditeurs, qu'à la fin, à la fin de l'édition qu'on a, je ne sais même pas si c'est à la fin de toutes les éditions, il y a à peu près une 50aine de pages qui ont été écrites par Éric Emmanuel Schmitt sur son roman. Journal d'écriture, avant l'écriture, puis après l'écriture. Exact. Bien, ce que je n'ai pas lu, mais que Frédéric a lu. Oui. Et donc, je pense qu'il y a aussi une certaine partie de ce que tu m'exprimes qui est teintée par qu'est-ce que tu as lu là-dedans. Exactement, bien sûr, c'est ça. Parce que moi, c'est ça, j'ai terminé le livre fâché, comme tu peux bien te rendre compte. Et puis là, c'est là que je me suis dit, ça va être intéressant de lire ça pour savoir si c'est vraiment le personnage qui me gossait dans sa construction, puis bon, c'est un choix de l'auteur, puis ça, c'est correct, ou c'est vraiment que c'est l'auteur c'est l'inconscient ou les idées, les valeurs de l'auteur qui se reflètent à travers ce personnage-là. Est-ce que ça appartient seulement au personnage ou ça appartient aussi à l'auteur? Puis bon, c'est sûr que n'importe quelle écriture est une œuvre de projection un peu de notre inconscient, là, mais quand même, je veux dire, on peut écrire des personnages méchants sans qu'on soit méchant soi-même, là, donc, bref. Puis, c'est là où, bon, il y avait le bout sur la tragédie dont je parlais, puis là, j'ai pas tout en tête, mais c'est plus... par exemple, il y a un moment qui parle de... Il parle à quel point il y a tellement une grande capacité d'empathie. Il parle de lui-même, là. Il dit « Ma capacité d'empathie me sert beaucoup. Quand les Irakiens me parlent de leur pays, mon cerveau reçoit des saveurs, des sons, des odeurs, des sentiments. J'ai l'impression de devenir eux. Dans la nostalgie ou la colère, ils me donnent davantage qu'ils ne croient me donner. » Est-ce que tu trouves que c'est un peu supérieur comme discours? Il y en a un autre... il y en a un autre plus loin qui dit un peu la même chose. En vérité, j'ignore comment je me mets à la place des autres. J'y parviens, c'est tout. L'empathie imaginative, voilà le don qui m'a été offert pour écrire. Est-ce que ça l'amène à, justement, on disait avec les années, il y a quand même eu des changements sur certaines habitudes culturelles en général. Est-ce que tu penses que il n'y a pas lieu d'écrire un livre sur des difficultés vécues par autre personne si tu ne l'as pas jamais vécu? Je dirais pas ça, mais je pense que pour le faire, ça prend une extrêmement grande humilité. Puis c'est pas ça que je perçois quand je lis son journal d'après. Plus loin, il raconte là, que le premier ministre de la Belgique est venu le remercier d'avoir écrit ce livre-là, puis que grâce à lui, il a modifié sa politique d'immigration quand il l'a rédigé, puis la Belgique au complet s'en est trouvé modifiée grâce à son œuvre. Puis là, t'es comme... Hey là, Eric, descends de ton piédestal. Là, en même temps, si ça s'est vraiment passé... Ouais, je sais pas. Peut-être, tu sais, mais au moins de dire, tu sais, j'écris cette œuvre-là de manière, tu sais, je ne suis pas irakien, mais j'essaie, je tente d'aller rencontrer du mieux que je peux, j'essaie de comprendre leur réalité, mais cette œuvre bien imparfaite tente de refléter, tu sais, ma très grande capacité d'empathie me permet... Je n'arrive pas à comprendre comment ce don m'a été donné. Hey, là, calice, là. Bon. Non, mais... D'accord. Seigneur, là. Ben, je sais pas, mais... oui, je comprends ce que tu veux dire. Après ça, bon... Mais en même temps, je peux pas... foi, là, mais... Non, mais c'est parce que je peux pas croire que... Parce que je peux pas croire que tous les auteurs ne peuvent pas écrire sur un sujet qui ne les concerne pas, parce que surtout quand tu es auteur, tu as quand même une certaine plateforme, tu as une plateforme disponible aussi, surtout en plus quand tu gagnes en notoriété là, en tant qu'auteur, puis de permettre d'utiliser cette plateforme-là pour parler de problématiques politiques ou de problématiques de réalité humaine, ben il peut y en avoir
que du bénéfique qui sort. Au même titre que, mais là, comme on disait, la réalité de la guerre d'Irak est un peu... c'est loin dans la mémoire collective rendue en 2025, mais ça permet de réaliser les horreurs, puis comme les atrocités qui se passent. Puis on parle de guerre d'Irak, mais toutes les problématiques de migration, là, je veux dire, ça n'a pas de sens de devoir faire vivre ça à des humains qui cherchent juste à être dans un endroit qui est plus confortable et où est-ce qu'ils ne vivent pas des atrocités comme ça. Puis en fait, que la seule manière de pouvoir faire ça, c'est de s'embarquer sur un bateau à 80 alors qu'il y a 20 places, puis de tout mourir noyé. Non, puis là-dessus, c'est ça. Là, j'étais très critique, mais je dois dire que par rapport à sa vision des injustices que vivent ces personnes-là, là-dessus, je trouve qu'il a tout à fait raison, puis je suis d'accord. Puis il parle lui-même, là, dans le journal, encore une fois, dans le journal d'après, de son déchirement entre la volonté de recevoir tout le monde, ce qu'il appelle l'éthique de la responsabilité versus l'éthique de la conviction. Pardon, donc l'éthique de la conviction étant le désir de recevoir tout le monde, et son éthique de la responsabilité... Pour son histoire ou de recevoir... mais de recevoir tout le monde où? Que les pays devraient accueillir tous les réfugiés, tous les migrants, versus la responsabilité qui est la capacité finalement à les accueillir puis à en prendre soin finalement. Parce que c'est quand même un dilemme qui est encore d'actualité. C'est un sujet qui est tout à fait d'actualité, même si la guerre est en arrière. Je sais pas si t'en vois toi dans tes cliniques, mais moi mes cliniques débordent de personnes migrantes présentement, puis je fais des pieds et des mains parce que d'un point de vue d'assurance maladie, c'est tout le temps un cauchemar, essayer de leur offrir des couvertures, ces gens-là. On vit énormément de situations dramatiques là, au Québec, là, puis probablement partout ailleurs dans le monde. Fait que le ton est peut-être une drôle d'approche, là, tout le moins, mais le sujet est clairement nécessaire, puis mérite d'être discuté, puis les moments où est-ce qu'il décrit avec beaucoup de réalité certaines horreurs qui sont probablement en fait sous-décrites, là, probablement que je veux dire, c'est comme il passe les détails, il passe les détails, puis probablement qu'il y en a encore 1000 autres horreurs encore pires que qu'est-ce qu'il rapporte là-dedans, là. Mais il faut que les gens sachent que il y a des gens qui passent à travers des choses comme ça, là. Je veux dire, c'est pas c'est révoltant qu'il y ait des humains qui passent puis qui vivent des situations comme ça, là. Je pense que c'est une introduction au parcours migratoire, mais c'est ça. C'est clairement insuffisant. Je trouve qu'il manque de profondeur et de nuance. Puis je suis d'accord avec toi que le ton est parfois discordant, puis ça rend pas justice. Tout à fait. Je dirais ça comme ça. Là, je cherche un passage en lien avec... Oui, c'est ça, OK. Oui. Page 227-228, c'est justement un passage vraiment intéressant sur la perception qu'on a des personnes migrantes que j'avais retenues. Il parle du vide, finalement, que... je vais le résumer dans mes mots, là, mais il parle, dans le fond, que nos identités rattachées à nos... En fait, nous qui sommes non-expatriés, là, qui vivons canadiens, nés au Canada, tout ça, par exemple, là, ou toute autre nationalité, là, que dans le fond, ça ne tient pas à grand-chose et que dans l'objectification puis dans la dépersonnalisation qu'on fait des personnes migrantes, il y a comme une volonté de continuer à se mentir à soi-même par rapport à la fragilité de nos identités, par rapport, par exemple, tu sais, que on est deux médecins, par exemple, le statut social des médecins au Canada, c'est un construit, tu sais. Et au même titre que notre identité canadienne, nos papiers canadiens, notre système, et que donc, lorsqu'on voit la personne migrante, que cette espèce de rencontre là avec le vide, avec l'absence d'identité, qui nous fait réaliser à quel point ce qu'on a, c'est fragile. Et que finalement, nos réactions un peu viscérales en lien avec les personnes migrantes viennent un peu de cette crainte-là de tout perdre. Puis je trouvais intéressant la façon qu'il le racontait dans ces pages-là. Que d'être confronté au fait de réaliser que tout n'est du construit, que ça en est dérangeant. OK. Ouais. Là, c'est ça. Je sais pas s'il y a un... je pars un peu de nulle part, mais car les hommes tentent, pour oublier le vide, de se donner de la consistance, de croire qu'ils appartiennent pour des raisons profondes, immuables, à une langue, une nation, une région, une race, une morale, une histoire, une idéologie, une religion. Or, malgré ces maquillages, chaque fois que l'homme s'analyse ou chaque fois
qu'un clandestin s'approche de lui, les illusions s'effacent, il aperçoit le vide. Il aurait pu ne pas être ainsi, ne pas être italien, ne pas être chrétien, ne pas... Les identités qu'il cumule et qui lui accordent de la densité, il sait au fond de lui qu'il s'est borné à les recevoir puis à les transmettre. Ouais. Mais sans même l'élément de recevoir ou de transmettre, c'est de réaliser que ce qu'on identifie comme étant nous-mêmes, ça ne tient pas à grand-chose. Exact. En fait, tu sais, le hasard que moi, je sois ici dimanche après-midi, mais ça dépend de beaucoup d'éléments sur lesquels je n'ai pas eu beaucoup de contrôle. Tout à fait. Les déterminants sociaux de la santé. Voilà. Mais qui sont... Je veux dire, tu sais, j'aurais grandi n'importe où ailleurs, puis j'aurais été une personne tout à fait différente de qui je suis. Fait que mon devenir ne tient pas à grand-chose. Exact. Ouais. Puis... encore une fois, excuse-moi, tu as tout le temps de te balancer des affaires des sections que tu n'as pas lues, là, mais dans... Ouais, là... tu vas te sentir mal, là, mais non, dans le journal d'après, ça, là-dessus, par contre, c'est intéressant, Schmitt, ce qu'il décrit, c'est qu'il parle de la relation avec les papiers, en fait, le fait d'être sans papier, tu sais, puis il fait comme un espèce de discours historique par rapport à le rôle que les papiers ont eu depuis à peu près 150 ans, tu sais, parce qu'il disait, autrefois, les gens, ils se déplaçaient, tu sais, passer une frontière, puis il n'y avait pas de douane. Là, comme la conception des frontières et des douanes, c'est quelque chose de relativement récent. Puis parle un peu de à quel point maintenant on accorde une importance à ces construits-là, alors qu'autrefois, finalement, c'était pas tout à fait important. J'ai l'impression que c'est de plus en plus présent. Là. Je veux dire, c'est comme exponentiel, là, avec un mur aux États-Unis, par exemple. La montée du radicalisme. Oui. Mais... Puis c'est vrai que c'est tout subjectif, là. C'est comme quand tu regardes, disons, l'Europe en général, où est-ce que tu mets la ligne? Ça dépend pas de beaucoup. Ben non, mais bien sûr. C'est ça. Une autre affaire que c'est ça qui m'a happé, disons. C'était vraiment le masculinisme dans le livre. Ça t'a frappé? Ça t'a pas frappé? Ça m'a pas tant frappé, écoute, non. Page... Je vais te dire ça, je l'ai noté. Je rappelle qu'on est dans l'édition du livre de poche, là, donc les pages, si vous êtes dans une autre édition, peuvent ne pas correspondre. Page 23. Oui. Regarde. Ouais. Mes sœurs, tout en bas, dernier paragraphe. Mes sœurs se mariaient. À cette époque-là, je découvris que bien qu'évoluant parmi des femmes, je n'étais pas une fille. Parce que les filles, elles n'ont que ça en tête, se marier, ça les obsède. Imaginez le prétendant idéal, puis une fois le fiancé dégoté, préparer la cérémonie. Après les noces, elles vont jusqu'à quitter la maison familiale. Oui, c'est à ce point-là, pour se consacrer au mariage. Au mariage, pas au mari, car l'homme, à l'instar des mâles, il n'a pas que ça à faire, il travaille, il discute, il rejoint autour d'un thé à la menthe ses amis qui jouent au dé, au domino, aux échecs. Oui, les filles sont ainsi, et mes sœurs n'échappaient pas à la coutume. En fait, il y a deux choses là-dedans. Premièrement, ça, c'est vraiment au début du livre, puis c'est avant qu'ils rencontrent... On peut bien... Exact. Puis, exact. Fait que Leila vient ébranler un peu sa vision de qu'est-ce que sont les filles, puis à la fin de son adolescence, puis en fait, est comme une fille parmi les gars, fait que je pense lui fait voir des choses qui sont différentes par rapport à ce qu'il est habitué. Parce qu'en fait, le moment où est-ce que il a ce discours-là, disons qu'il a 15-16 ans à ce moment-là, il n'a pas vécu grand-chose. Tu sais, il n'a pas vécu grand-chose. Puis il n'a pas vécu grand-chose, puis en fait, il peut juste se baser sur sa propre conception des rôles de genre, puis de la culture dans laquelle il a grandi. Puis en fait, c'est probablement ça qu'il a croisé. La seule chose... Tu sais, je veux dire, dans les années... Là, on est en quelle année? Là? On est en... 2003. Non, mais pas en 2003. Là, on est avant. Fin 90. Disons 90, OK? Ouais, disons 90, à Bagdad, probablement que c'est la réalité de la majorité des femmes. Je suis d'accord. Encore une fois, je me suis demandé, c'est le personnage ou c'est l'auteur? C'est ça, moi. C'est quand je te dis, c'est le dialogue intérieur du personnage qui est tout à fait, dans l'explication que tu donnes, tout à fait logique. Mais je pense pas qu'Éric Emmanuel Schmitt soit nécessairement d'accord que les filles, elles n'ont que ça en tête, se marier. Ça les obsède. J'espère pour lui. J'espère pour lui aussi. C'est que, tu sais, là, je t'apprends rien, mais un certain machisme plus fort dans certains pays d'Europe. Puis je me suis demandé si c'était un reflet
de ça. Peut-être. Puis, dans plusieurs des mentions dans le livre, on parle des hommes, au lieu de la race humaine, là, on va parler les hommes, les hommes tout le temps. T'sais. Puis, ouais. Mais de parler tout le temps de les hommes comme la race humaine, c'est quand même un construit relativement récent de changer dans la littérature, d'arrêter de parler des hommes qui sont comme ça depuis des millénaires. Fait que j'ai l'impression que de relire un livre qui a été écrit en 2008. Oui, mais je comprends que dans mon Port-Neuf natal, là, effectivement, ça a pris du temps avant de se rendre. Ben, Port-Neuf, pas la ville, mais le comté. Que ça a peut-être pris du temps à se rendre, tu sais. Mais je me dis, quand tu es un auteur avec une empathie incroyable, là, puis que tu es un intellectuel, il me semble que c'est le genre de concept que tu devrais rencontrer plus vite que le reste des gens. Non? Puis, j'y viens. OK, ben. Un petit peu plus loin, excuse-moi, dans le journal d'après. Oui. Ah, encore le journal. Je suis désolé. Puis là, il raconte le pourquoi. Je vais te lire le passage, puis on y viendra. Il parle du père de Saad. J'ignorais que le délicieux père de Saad allait, de façon récurrente, occuper une place si importante dans le roman. Il l'ignorait. C'est pas lui qui l'écrit. J'en comprends les raisons au fur et à mesure qu'elles s'imposent. 1. Émigrer, c'est prendre ses distances avec le père, l'apport du géniteur couvrant pas les besoins du fils, d'où le déchirement. 2. Le père, c'est la part irakienne qu'emmène Saad partout avec lui, d'où le dialogue constant. 3. Le père, c'est l'identité originelle dont l'exilé n'a pu se contenter. Le voyageur y ajoute de nouveaux éléments qui lui constituent une âme mixte, d'où l'étonnement du patriarche. 4. Le père, c'est celui que le fils doit dépasser, d'où le conflit. 5. Le père, c'est la douleur amoureuse du fils. Saad doit se montrer plus robuste que celui à qui il doit la vie, l'emporter sur celui qu'il adore, vivre sans lui, mais avec lui. Devenir un homme se gagne à la fois grâce au père et contre lui, d'où la blessure. Comme s'il n'y avait pas de mère. Puis là, c'est l'auteur qui nous parle, là. Oui, mais comme s'il n'y avait pas de mère, c'est son père qui est décédé, puis c'est son père qui prend le rôle de conscience dans l'histoire. Ouais. C'est... Peut-être, là. C'est très freudien aussi, là, tout ça, mais... je sais pas, moi, ça... J'ai l'impression que c'est le personnage qui est décédé qui lui donnait la porte d'entrée pour pouvoir jouer cette conscience-là, ouais. Puis venir faire des discours après. Puis la mère de Saad, elle est encore vivante. Oui, mais elle n'a aucune importance pour lui, finalement. Ben, à part qu'il lui en veut de l'argent. C'est pas vrai qu'elle a aucune importance pour lui. Elle a beaucoup d'importance pour lui. Il donne aucun respect. Tu sais, comme... Tu sais, si l'auteur avait pu écrire dans... pas l'auteur... Ben, je reprends. Si Saad, à n'importe quel endroit dans le livre, avait pu dire... Qu'est-ce que ma mère m'aurait dit? Quelles ressources? Tu sais, je comprends que sa mère est encore en vie, mais... Au même titre que son père est mort, je dirais, sa mère n'est pas avec lui non plus. Là, il aurait pu la faire vivre, il aurait pu voir le fantôme de sa mère quand même. Là, dans le sens où, de dire que son seul lien avec l'Irak, c'est son père, son géniteur, puis que toute son identité irakienne, c'est son père. Là, je suis comme, oh, un instant. Là, je pense pas qu'il dit que toute son identité irakienne, c'est son père. Je pense que le personnage du père prend forme... Ouais. De son appartenance à l'Irak. C'est une métaphore, son père. Son père... je suis une mauvaise foi. Non, mais je pense que c'est juste que c'est une métaphore, puis que c'est comme ça qu'il manifeste. Puis en fait, je trouve que c'est quand même une figure intéressante. Bon, les mots que le père utilise, moi, je les trouve autant trop légers par rapport au reste du livre, là, ça, c'est une chose. Mais de dire que, en fait, son père représente ce qu'il se rappelle, puis ce qui restera toujours en lui comme étant son identité culturelle, ben c'est intéressant. Puis en fait, on le sait dès le début, là, le petit Saad, là, il y a une admiration intense pour son père. Ouais. Son père, c'est un intellectuel qui s'est pas penché pendant le règne de Saddam Hussein, qui a gardé une bibliothèque cachée dans son sous-sol, puis qui prend des bons moments, puis qui le tient en respect. Fait que je pense que c'est le décours possible qu'il y a des personnages qui vont avoir des figures de rôle
qui sont plus masculines que d'autres, puis que là-dedans, Éric Emmanuel Schmitt a choisi, bon, c'est le père qui va être son figure de rôle, puis que parce que il a pris ce rôle-là, il l'a décrit comme ça, puis là, il décède, puis ça en fait une bonne porte pour garder cette identité-là. Peut-être pas parce que c'est un mâle, mais parce que c'est la figure paternelle pour un petit garçon. Ah, je sais pas. Moi, je trouvais qu'il y avait... Je sais pas. 307. 307, bon, ça y est. Là, tantôt, c'était le journal d'avant, je m'excuse. En déposant un nom dans l'urne, là, ça n'a pas rapport, je ne vous mets même pas dans le contexte, là, mais je pense qu'il parle d'élection. Ouais. En déposant un nom dans l'urne, on vote pour les idées que représente cet homme. C'est juste ça, je suis comme... Non, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a toujours l'a priori du pouvoir masculin. Mais il n'y avait pas d'écriture inclusive en 2008. Je suis d'accord. Okay. Mais peux-tu faire l'effort d'être en avant de son temps? Comment est-ce que tu as... J'ai pas un sentiment d'humanisme. OK. Est-ce qu'on peut reprocher aux gens... Y a-tu un personnage féminin fort dans ce livre-là? Sa nièce. Qui meurt. Ben oui, qui meurt. Maladie, mais tout le monde meurt. Tout le monde meurt. Là, j'allais dire Leila, mais pas tant. Elle est un peu tout le temps. Merci de tout le monde aussi. Mais c'est pas vrai. Leila a quand même une certaine force de caractère. Là. Je veux dire, elle a pris quand même en charge. Non, ben non, c'est pas ça que j'allais dire. Non, mais je veux dire que. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle brise les conventions de genre en Irak. En Irak à l'époque, mais aussi quand elle est rendue en Angleterre, elle est quand même à la tête d'un groupe, puis elle les aide à. Mais oui, quand. Leila. Mais oui, Leila, là, quand ils sont rendus en Angleterre, OK, puis qu'elle habite dans l'espèce de bâtiment désaffecté là, avec le groupe. En France? Oui, en France. Oui. Et quand même, elle soutient beaucoup ce groupe-là, elle coordonne ce groupe-là, elle a quand même un rôle d'importance. Puis au même titre que, si tu veux, des femmes, je sais pas c'est quoi son nom, parce qu'on la voit, non, pas Victoria, pas eu beaucoup d'admiration pour cette femme Victoria, là, mais la femme qui sert de ressource en France, Pauline. Ouais. Pauline est quand même active sur la scène politique, elle est là, puis elle fait beaucoup d'aide humanitaire. On la voit pas longuement parce que Saad reste pas longtemps à cet endroit-là. Mais elle a quand même, tu sais, je veux dire... Mais les personnages marquants... Ce sont des hommes. Mais en fait, les personnages marquants, il y a... il y a, tu sais, comme... Boubacar. Ouais. Saad, bien sûr. Et son père. C'est tout. Douanier... Non, c'est pas un personnage. C'est un dialogue intéressant, mais c'est pas un personnage marquant. Non, fait qu'il y a 3 personnages au centre de cette histoire-là. Ouais. Et oui, ce sont tous des hommes. Mais bon... moi, c'est vraiment... Puis peut-être que ça... Je sais pas. Mais je serais vraiment curieux qu'il y ait des gens... Puisqu'à date, il y a 0 personnes qui m'ont écrit depuis le début du podcast, mais je serais vraiment curieux s'il y a des gens qui l'ont lu. Je dois dire que j'ai failli t'écrire parce que... pour le compresseur. Oui. Pour le compresseur. Ah, t'aurais dû. En passant par le courriel. Parce que j'aurais trouvé ça drôle. Là, pour les gens qui ne comprennent pas, parce que je pense que ça ne fera pas partie de l'épisode. Non, c'est correct. Mais on parlait de compression par rapport à un autre podcast. Puis oui, c'est de stabilité des sons, finalement, dans l'épisode. Puis je critiquais un autre podcast, puis finalement, on avait des problèmes nous aussi. Là, voilà, donc, exact. L'arroseur arrosé. C'est ça. Mais c'est ça. Moi, oui, OK, les personnages principaux sont des hommes, mais je pense pas que de dire... Je trouve que c'est simplifié que de dire, parce que c'est juste des hommes qui sont au centre de l'histoire, c'est nécessairement... Non, mais c'est pas un brûlot masculiniste, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est moi, j'ai profondément, au même titre que, tu sais, toute maturité émotionnelle est peut-être pas le bon mot, mais l'espèce de maladresse à multiples endroits par rapport au ton, tu sais, moi, c'était au même titre que ça, l'espèce de comment dire... de sous-entendu, mais pas de sous-entendu, d'a priori masculiniste, ou tu sais, c'est ça. Il y a des a priori, ou des... Voyons, je cherche le... Je m'exprime pas bien, là, mais... En tout cas, tu comprends ce que je veux dire? Que des idées préconçues, ou des choses qui se reflètent, qu'on voit un ton de l'époque qui a mal vieilli, tu sais. Ouais. Puis ça m'a... Ben, j'ai l'impression que ça m'a pas frappé. Puis peut-être que ça fait peut-être... Puis en plus, je veux dire, moi, je suis un homme. Fait que, tu sais, je veux dire, je suis peut-être vraiment pas légitime de dire ça. C'est comme, je veux dire, des moments où est-ce que j'ai trouvé qu'il y a eu des inégalités que j'ai vues, que j'ai vécues, ou encore qui ont été reflétées dans de la lecture. Ça, c'est comme, il y a clairement des exemples que je suis capable d'aller chercher, mais en lisant cette histoire-là, je trouvais pas que ça sortait.
Je trouvais pas que c'était ça qui sortait au premier plan. Je trouvais que ça faisait du sens culturellement, que ça s'identifie puis se crée des amitiés masculines plus à l'avant-plan. Puis, je trouvais pas que c'était un élément qui venait me confronter que ses compagnons de voyage soient des hommes, surtout. Mais il y a probablement aussi une partie... Non, mais il y a beaucoup de gens qu'on va croiser qui ont, disons, décidé de partir d'un pays pour aller vers un autre, peu importe la raison. Puis ça arrive fréquemment que ce soit une personne qui parte pour envoyer, puis établir du soutien ou établir un réseau, une certaine stabilité, avant de faire venir d'autres personnes de son entourage. Puis c'est quand même fréquemment, dans les histoires que moi j'ai rencontrées, des hommes qui se déplacent, qui vont acquérir un travail, qui vont faire une certaine stabilité économique, établir peut-être un logis avant de faire venir tout le reste de la famille. C'est ça. C'est quand même quelque chose qu'on entend. Puis, la fin est assez amère quand même. Oui, mais moi, j'ai été déçue par la fin. On finit sur rien. Ben, on finit sur rien. En fait, c'est peut-être... On comprend qu'il est encore clandestin en Angleterre. C'est ça. Ben, peut-être que c'est un reflet aussi que... Les demandes d'asile, ça n'existe pas. Moi, tu sais, au Canada, tu demandes l'asile quand tu as un parcours similaire. Mais c'est peut-être un reflet aussi du fait que tu restes avec une certaine instabilité, même parce que, tu sais, même disons que tu arrives là, au Canada, là, de manière clandestine. OK? Disons, on te met dans le pire des scénarios, là, t'arrives, là, puis t'es un réfugié quelconque pour une raison X. Un réfugié... Ben, en fait, que t'arrives, disons, clandestinement. Parce qu'un réfugié, c'est ça, il est accepté, exact. Mais disons qu'avant d'avoir ton statut de réfugié, t'arrives clandestin, puis que là, tu fais des demandes de papier, puis généralement, bon, on espère, en tant que pays canadien, que si quelqu'un arrive dans un bateau de manière cachée, parce que c'est trop horrible à l'endroit où est-ce qu'il habitait avant, qu'on va l'accueillir et puis lui donner des ressources pour potentiellement l'améliorer. Je peux dire que c'est pas tout le temps vrai. Oui, mais on va espérer, OK? Donc, la prémisse, c'est qu'on espère que ça, mais il reste quand même qu'il y a une insécurité, puis un certain moment de flottement jusqu'à l'obtention de ta confirmation que oui, OK, là, ça va, tu vas pouvoir trouver un chez-toi ici aussi. Puis j'ai l'impression que ça termine un peu comme ça en nous disant, ben, en fait, je suis rendu physiquement, mais est-ce que je vais pouvoir être en sécurité ici? Est-ce que je vais pouvoir remplir tous mes espoirs? On sait pas. Ben, c'est vraiment intéressant parce que quand on étudie la santé des personnes migrantes en santé publique, du moins, là, on parle tout le temps de leur santé en 3 phases, dans le fond. Le avant qu'ils partent, qui reflète souvent l'état du pays dans lequel, du pays d'où ils vont partir, ou les maladies qui circulent dans ce pays-là. Il y a le pendant l'immigration, puis le après l'arrivée. Puis là, pour lui, c'est comme avant... santé correcte, relativement bonne. Ben pour lui, mais pas pour tous ses proches. Non, c'est ça. Mais je veux dire qu'il n'est pas dénutri ou ça va. Puis le pendant, pour lui, ça a vraiment été catastrophique. Puis là, après, en tout cas, c'est très, très incertain au moment où il... Versus une personne qui va faire, par exemple, l'immigration économique. Moi, je pars du Canada, je m'en vais aux États-Unis, je me rends en avion, je conduis en voiture. Ton pendant va durer 12 heures et puis c'est ça, là, tu seras rendu. Puis mon après devrait être pas si mal. Quoique des fois, le après, quand... Par exemple, tu parles pas la langue, tout ça, tu peux avoir une détérioration aussi dans certains pays. Mais c'est ça pour lui, en tout cas. Je vais te faire une note sur quelque chose que j'ai aimé. Je change complètement de sujet. On n'a pas juste tout pas aimé. Hein? Ben, moi surtout. Là. Non, mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est tous les parallèles avec... Ulysse, mais aussi... As-tu lu l'homme Pas au complet. Non. Mais j'ai trouvé ça super intéressant de voir tous les parallèles avec l'Iliade, avec ensuite de ça beaucoup d'autres éléments de la mythologie grecque. Puis des fois, j'avais l'impression qu'ils faisaient par exprès pour décrire une histoire de la mythologie grecque sans nous la nommer. Puis là, j'étais comme fière de moi à la fin du chapitre. Puis j'étais genre, mais là, ça, c'est Ulysse qui sort de la grotte en dessous, tu sais, en dessous de ses moutons. Puis je me suis dit, ça aurait vraiment été bénéfique en termes d'intertextualité d'avoir pu faire des parallèles si j'avais une meilleure culture que la mienne. Mais ça m'a fait beaucoup plaisir. C'est comme des petits plaisirs que j'avais à travers la lecture puis que j'ai trouvé quand même très intéressant. Encore une fois, c'est indéniable que c'est un homme intelligent, Éric-Emmanuel Schmitt. Là. On voit qu'il y a une très, très grande culture, mais moi, c'est vraiment sur l'aspect maturité émotionnelle, on dirait que c'est ça. Mais en termes de qualité de l'écriture puis de référence, c'est clair que ce gars-là a lu
énormément d'affaires dans sa vie, puis vraiment, c'est ça, extrêmement intelligent, ça, c'est sûr. Peut-être qu'en fait, qu'est-ce qu'il a essayé de faire, c'est de rendre, en le rendant plus léger, puis en faisant des parallèles, puis en rendant ces personnages un peu fantastiques, de les inclure, peut-être que son but était aussi d'aller chercher un certain auditoire, puis que, avec le temps, ou générationnellement, que nous, ça fait comme, c'est un peu... c'est un peu plus difficile d'accepter... je sais pas. Ça me semblait un livre écrit par un boomer. C'était un peu ça. En tout, c'est un peu ça que ça me fait. Mais d'où mon point de génération. Peut-être que ça irait chercher comme... Puis de dire... Je comprends le malaise de dire, on peut pas... Ou en fait, peut-être que c'est un bon élément pour créer une discordance, de venir mettre côte à côte à la fois des choses qui sont super confrontantes et horribles avec la légèreté. C'est probablement, en fait, un processus tenté pour créer de la réaction puis créer des émotions chez le lecteur. Puis ça a fonctionné. Parce que clairement, toi, ça t'a fait vivre des émotions. Mais tu sais, il y a des livres que je vais avoir été bouleversé puis que je vais dire, lisez-le, c'est la meilleure affaire que j'ai lue de ma vie. Oui. Malheureusement, c'est pas le cas. Je recommanderais pas aux gens de le lire, moi, personnellement. C'est correct. C'est plate, là. Mais moi, j'ai pas trouvé... Tu sais, genre, je le relirai pas une deuxième fois. C'est ça. Il y a plusieurs livres dans ma vie que j'ai relus 2 fois, mais je le relirai pas une deuxième fois. Mais j'ai trouvé ça intéressant quand même de voir ça. Puis j'aurais trouvé ça intéressant, Colin, qu'on soit capable d'avoir... Qu'on ait lu l'Odyssée. Ah, non, excuse. Aussi, oui, aussi. Non, mais j'aurais trouvé ça intéressant d'avoir aussi l'opinion de quelqu'un qui a vécu quelque chose de similaire. Tu veux dire une personne migrante? Oui, ou bien non, tu sais, comme qui a complété ou pas là, un parcours migratoire, là, parce que, tu sais, mais qui a vécu des moments où est-ce que ça s'est rapproché de ça. As-tu vu des films qui racontaient ces... Parce que moi, j'en ai vu quelques-uns, là, des films qui racontent ce genre de parcours-là. Là. Oui, mais je trouverais ça intéressant d'en parler avec... tu sais, comme d'en parler plus que d'écouter un autre récit, là, mais ouais. Fait que c'est ça. Puis l'autre chose, par contre, ça c'est sur les points que moi j'ai moins appréciés, là, mais en fait, j'ai pas trouvé vraiment l'utilité, puis j'ai pas trop compris le but des verrues. Il met beaucoup d'emphase durant tout le chemin là, sur le fait que Saad développe des verrues au début de sa décision de partir de Bagdad. Puis j'ai pas compris la métaphore. Sa progression. Mais il y en a encore à la fin. Oui, mais là, il trouve son nom. C'est peut-être pour illustrer un peu sa progression en maturité, puis en réalité, qui fait des réalisations au fur et à mesure qu'il avance. En tout cas, à chaque fois qu'on tombait, puis ça revient souvent comme sujet, là, ça me faisait décrocher un peu. Là. Bon, je sais pas trop de quoi on parle là, dans cette histoire de verrue sur les pieds. J'aime pas les pieds. Comme l'azote liquide, allô? Non, mais tu sais, comme... ça venait pas me chercher, là, cet élément. Puis tantôt, on l'a passé rapidement, mais le passage aussi avec Al-Qaïda... Ah oui, c'était bizarre, ce matin, puis j'étais comme... En fait, la seule chose que ça... Mais il y avait une réflexion derrière. Il voulait rentrer dans un groupe... Il voulait se... En fait, son père lui avait dit, il faut que tu te vendes. Ouais. Puis là, lui avait compris qu'il fallait qu'il vende sa vie. Puis son père, lui, parlait plutôt de vendre des objets pour faire de l'argent, quelque chose comme ça, tu sais. Puis... Ouais. Fait que là, il a décidé de comme vendre sa personne à Al-Qaïda pour servir d'usage, pour voyager, puis aussi faire de l'argent pour donner à sa famille, puis à ses sœurs. Mais c'était comme contre tous ces principes, fait que je trouvais que c'était vraiment comme hors du personnage de décider de faire « Ok, je vais me faire complètement stupide, tenter d'entrer dans Al-Qaïda pour ensuite de ça comme un traumatisme aussi imposé par plaisir au personnage, on dirait presque par l'auteur. T'sais. Encore une fois, quand je te dis, moi, mais bon, là, je commence à me répéter, mais aussi, c'est la seule utilité que ça a eu, c'était d'un point de vue, je pense que c'était un mécanisme scénaristique parce que lorsqu'il se termine son passage avec Al-Qaïda, il croise le cousin de Leila. Oui. Puis là, ce cousin-là était censé lui annoncer que Leila est encore en vie. Puis parce que il a compris qu'il était avec Al-Qaïda, il a dit « Oh my God, je dirais pas ça. » C'est ça. Oui. C'est la seule raison pourquoi il a... Mais il aurait pu ne jamais croiser son cousin aussi. Ça aurait été réaliste. Des pages inutiles. C'est ça. Mais tu sais, c'est... Non, ça voulait nous montrer à quel point, comme certains membres des groupes terroristes sont finalement des victimes du système qui est tout autour. Je sais pas. Ouais. En même temps, lui, il va sans aucune conviction envers les idéaux d'Al-Qaïda.
C'est comme si... Non, en effet, mais il va aussi par désespoir de sa famille, ses sœurs sont tous en train de mourir de faim. T'as raison. Fait que c'est comme vu comme étant une sortie de dire, si je vends mon corps, au moins, elles vont avoir d'argent. Ça, c'est intéressant parce que ça raconte un peu, finalement, tu sais, on parle de l'embargo au début, là, par rapport à la guerre du Koweït, puis je pense que ça amène à nous questionner sur quelles sont, finalement, les répercussions des mesures qu'on juge bénéfiques ou en répression contre les régimes autoritaires, tu sais, par exemple, les sanctions contre la Russie en ce moment, c'est pas Vladimir Poutine qui a de la misère à manger ses toasts le matin. Mais ça, c'est la réalité avec la majorité des conflits internationaux. C'est dans le sens où est-ce que... les plus pauvres qui ça. En premier, Puis on s'entend que quand c'est deux chefs d'État qui se chicanent, ben qui en écope, c'est souvent pas... Ça a toujours été ça. Les monarchies, c'était pas les rois qui allaient se battre. Là. Non, c'est ça. Puis au final, quand t'es vraiment désespéré puis que tout ce que tu connais, c'est de la misère ou ben non de la souffrance, ben après ça, le principe derrière, moi j'ai l'impression que c'était un peu pour illustrer ça, que finalement, le principe moral du groupe Al-Qaïda, il portait peu. Ouais. Pour lui. C'est vrai. C'était, je m'en vais chercher de la nourriture. Je m'en vais chercher de la survie. J'essaie de survivre, puis là, c'est un moyen parmi tant d'autres. Puis finalement, le personnage, je pense que ça l'aurait... survivre en se faisant exploser. Oui, puis je pense que ça l'aurait rendu... Je pense que s'il avait continué, Éric Emmanuel Schmitt, à écrire un personnage qui rentrait dans Al-Qaïda, aurait probablement... Puis comme poursuivi son parcours là, dans mais je pense que ça l'aurait rendu beaucoup moins sympathique aux yeux des lecteurs, par contre. Ouais. En plus, c'était récent. C'est vrai que oui, c'est ça. Fait que de dire, ah oui, mon personnage, ce n'est qu'une victime. Mais c'est intéressant. Est-ce que le 11 septembre aurait pu être prévenu s'il n'y avait pas eu d'embargo imposé sur l'Irak? C'est des grandes questions, ça. Là, on fait l'histoire fiction. Là, ouais. Mais moi, c'était ça que je réfléchissais quand il dénonçait finalement ces actions-là. Ouais. On se dit, est-ce que des fois le statu quo ou l'inaction aurait pu prévenir finalement plus de drames que les actions? Mais on ne saurait jamais. C'est comme impossible à prévoir et à savoir. Mais oui. Mais je pense que c'était vraiment un reflet de dire, ben, quand tu es finalement au pied du mur, ben, tu veux t'en sortir du mieux que tu peux, peu importe la manière. Là. Tout à fait. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur cette œuvre? Ben, je pense que ça termine comme ça. Merci. Ça fait plaisir. Bye!